dans le flot incessant d'informations survenues depuis le 7 janvier, le plus difficile consiste à hiérarchiser et séparer les réactions émotionnelles des faits bruts. Pour commencer, surveillés depuis 2009, les auteurs présumés de l'attaque de Charlie Hebdo n'ont plus fait l'objet d'une surveillance policière à partir de l'été 2014. Et pour quelle raison ? Physiquement, sur Internet et par téléphone, la surveillance des frères Kouachi était globale. Entamée de manière épisodique en 2009, elle fut interrompue l'été 2014. Le tandem familial était vraisemblablement inscrit, entre autres registres, au fichier Christina, une base de données gérée par la police du renseignement des GSI et dévolue notamment aux citoyens musulmans jugés dangereux pour la sécurité nationale, à tort ou à raison. La cause officielle de cette surveillance interrompue, qui rappelle celle qui fut relative à Mohamed Merah, quelques mois avant les crimes survenus en mars 2012, une restriction budgétaire, croit savoir un officiel américain sollicité par le New York Times. Nous devons faire des choix, expliquait Christian Proutot, fondateur du GIGN, au Wall Street Journal. Les gens revenant de Syrie nous inquiétaient plus que ceux de retour du Yémen, fin de citation. Si on comprend bien, alors qu'il faut quelques mois pour préparer leur tuerie, de catégories d'Islamoraka et de banlieue, censés être surveillés depuis des années par les services internes, décident d'organiser bien tranquillement leur projet d'attentat, sans savoir que leur surveillance avait été relâchée au meilleur des moments. Mais le plus troublant est à venir. 1 heure seulement après la tuerie, France Info avait collecté plusieurs témoignages de personnes voisins des journalistes assassinés. Sur le site de la radio publique, un voisin de la fusillade témoigne. Et on a entendu des premiers coups de tir, et puis après on a entendu une vraie fusillade avec des échanges de tirs réguliers. Nos bureaux sont également avec dans un immeuble juste en face, et il y a 2 journalistes de Charlie Hebdo qui se sont réfugiés dans nos locaux. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'il y avait eu 2 personnes qui sont venues armées et qui ont tiré dans les locaux de Charlie Hebdo sur les journalistes et le personnel qui était présent sur place. Alors, on apprend qu'il y aurait eu une revendication de la part de ces 2 hommes. Est-ce que vous savez quelque chose sur ce point ? Alors, moi, je l'ai pas entendu. Ce qui a été dit dans l'immeuble, là, c'est on va venger le prophète. Voilà. La rédaction de France Info avait ainsi mis en exergue ce qu'elle juge être l'élément d'information le plus important rapporté par ce témoin travaillant dans l'immeuble, le fait qu'il ait entendu, ou qu'on lui ait rapporté, la déclaration prononcée par l'un des terroristes et relative à une vengeance du prophète. Le problème est qu'une autre partie de son propos, davantage intéressante à creuser, n'avait bien évidemment pas été mise en avant par la radio. Ce matin, je suis arrivé très tôt au bureau, vers 7h30. Il y avait une voiture de police en bas de l'immeuble, ce qui n'est pas complètement inhabituel parce que Charlie Hebdo est surveillé régulièrement. Mais donc voilà, il y avait une voiture de police. Je suis arrivé au bureau, il y avait une personne suspecte à l'entrée de l'immeuble. Mais bon, enfin voilà, quelqu'un qui attendait très tôt le matin, c'est assez inhabituel. Selon cet homme, une voiture de police était présente à son arrivée vers 7h30. Détail curieux mais pas extraordinaire. A priori, l'équipe de Charlie était réputée être protégée par la police, bien que de proches du directeur, sa compagne Jeannette Bougrab et son collègue Laurent Léger aient affirmé que la protection statique policière face à l'immeuble avait été récemment retirée. Jeannette Bougrab, la compagne de Charb, a déclaré hier soir, lors du 20h de TF1, que le dispositif de sécurité autour de Charlie Hebdo avait été allégé depuis quelques semaines. Vous l'aviez constaté, vous, ça, ou pas ? Il se sentait menacé. Il vivait... On essayait de vivre normalement, mais c'était évidemment très compliqué. Il était protégé. On avait supprimé une protection statique devant Charlie Hebdo.
qui aurait peut-être pu éviter le drame. Effectivement, il n'y avait plus la voiture statique en faction devant le journal, mais... En revanche, le témoin sollicité par France Info précisait qu'il avait également observé la présence, devant l'entrée de l'immeuble et en cette heure matinale, outre les policiers, d'un individu qu'il avait lui-même jugé suspect. Son témoignage, ignoré par la presse traditionnelle, soulève pourtant 3 questions fondamentales. Pourquoi la police était-elle présente face à l'immeuble à 7h30 et absente durant la tuerie survenue vers 11h30 ? Pourquoi la police, qui avait cessé de surveiller l'entrée depuis plusieurs semaines, voire des mois, s'était-elle manifestée ce jour-là ? Et quelle était la motivation de cet inconnu, présenté comme suspect, pour attendre, face à une voiture de police, devant l'entrée d'un immeuble, dans lequel se déroulera un attentat 4 heures plus tard ? Chose curieuse, aucune mention de cette triple anomalie, la présence matinale d'une personne suspecte, au vu de policiers inhabituellement en faction, n'avait été faite par François Molin, le procureur de la République de Paris, proche de la mouvance sioniste, lors de ses conférences de presse. L'après-midi du 9 janvier 2015, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, avait réitéré son message de condoléances à l'attention du peuple français face à son interlocuteur, Patrick Maisonneuve, ambassadeur de France en Israël. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. C'est alors que la presse israélienne avait rapporté le discours de Netanyahou en le modifiant sur un détail précis. Évoquant la menace terroriste, l'homme issu du Likoud avait enjoint la France à combattre les forces de l'islam. Un adjectif qui ne figurait pas dans cette déclaration avait été ajouté au mot islam par plusieurs médias israéliens, celui de radical. Une entourloupe également effectuée par le quotidien mondial de référence, le New York Times. Cette omission du mot radical avait provoqué un regard interloqué chez l'ambassadeur qui, démarche rare pour cet homme particulièrement obséquieux envers Shimon Peres, et visiblement conciliant comme l'illustre la conférence de presse, avait pourtant jugé nécessaire de dénoncer les amalgames et de préciser que l'islam, ce n'est pas le djihad. Mais voilà, la faveur exceptionnelle est que le soir du 11 janvier 2015, Netanyahou, présent à la Grande Marche de Paris, fera également un discours à la Grande Synagogue de la Victoire, une base de recrutement de l'armée israélienne, en présence de François Hollande, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. À l'instar de la plupart de leurs confrères de la presse audiovisuelle, iTélé et BFM TV n'auront pas cessé de nous le marteler. La cérémonie organisée était censée rendre hommage aux 17 victimes des opérations terroristes imputées au réseau Kouachi Koulibaly. En réalité, elle sera insidieusement engagée dans un meeting politique, et ce ne sera pas la première fois. Pourtant, la présence de l'homme qui avait demandé entre guillemets à la France de combattre les forces de l'islam n'était pas souhaitée à la marche républicaine, si l'on en croit plusieurs médias israéliens. François Hollande y aurait été défavorable avant de s'incliner face à l'insistance du dirigeant nationaliste. Ce léger accroc n'avait cependant pas empêché les deux hommes de se retrouver ce soir-là à la synagogue. Au
regard de la tension visible entre gardes du corps français et israélien, voici l'arrivée houleuse de Netanyahou et Hollande, suivie du discours du Premier ministre, traduit en direct par un homme censé représenter exclusivement la nation française, le député UDI, le juif Meir Habib. 4 détails à souligner cependant. Primo, Manuel Valls, empli de gravité sur les plateaux de télé, n'avait pourtant pas hésité à parader et fanfaronner comme l'illustre cette séquence. Face à la foule, l'homme lève les poings à l'image d'un sportif victorieux. Secondo, Netanyahou est un récidiviste en matière de détournement politique d'une cérémonie aux victimes. La dernière fois, c'était également en présence du chef de l'État français et en période électorale, vue d'Israël, lors de l'hommage dédié aux morts de l'affaire Mera. Tertio, dans une vidéo officielle digne du parrain de Coppola, Netanyahou avait salué le 12 janvier 2015, dans une pièce tamisée au rideau fermé, les dirigeants de la communauté juive française et encouragé fermement l'Europe à tirer une leçon des derniers événements en soutenant davantage sa propre lutte dite antiterroriste. Mais pas simplement l'État d'Israël est attaqué. Regardez chez vous. Tout le monde est en train d'être envahi par cette plaie. Rappelez-vous les tours jumelles à New York. Rappelez-vous le métro à Londres. Et enfin, dans son discours intégral, le Premier ministre israélien évoque avec gravité les tours jumelles du 11 septembre, ce qui ne manque pas de piquant au regard de l'incident relatif à ces agents secrets israéliens, rattachés à un patron du Mossad, nommé en 1998 par Netanyahou, Ephraim Halevi, et arrêté par la police américaine pour avoir manifesté une joie étrange dès l'impact du premier avion dans le WTC. Voltaire was embodied by Charlie Hebdo. So it was at the same time a tiny magazine and the heart of France. Those guys this morning did try to kill the heart and the spirit of France. Les Juifs de France sont redevenus des cibles. Il y a des hommes, puisqu'on sait en plus que ces 2 attentats contre Charlie Hebdo et contre l'épicerie ont été coordonnés, c'est ce qu'ont dit les assassins avant de mourir. Il y a un programme aujourd'hui, je ne sais où, qui implique que l'on tue des juifs parce que juifs. Voilà, ça c'est la réalité. L'islam extrémiste ne hait pas l'Occident à cause d'Israël. Il hait Israël parce qu'Israël est une partie intégrante de l'Occident et des valeurs de liberté. Le boucher de Gaza pourra aussi compter sur la collaboration de ces agents d'Israël basés en France, qu'on nomme en hébreu les Sayanim, tels qu'un pseudo-philosophe comme le juif Bernard-Henri Lévy, pour propager bien tranquillement la propagande israélienne relative à la France attaquée par l'islam, consubstantiellement coordonnée entre l'attaque de Charlie Hebdo et celle de l'Hyper Cacher. En gros, c'est la France attaquée et l'État d'Israël. Le 8 janvier 2015, la presse locale de Limoges, Le Populaire, France Bleu et France 3 Limousin faisaient état du décès d'un homme dénommé Elric Fredou. Âgé de 44 ans, ce directeur adjoint du service régional de la police judiciaire avait été découvert mort dans son bureau, la veille, vers 1h du matin. Il se serait tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Le syndicat des commissaires de police avait réagi via la publication d'un communiqué. Le lendemain, ce fut
fut au tour du Parisien d'évoquer la nouvelle en insistant, à l'instar des médias locaux, sur le caractère prétendument dépressif d'Elric Fredoux. En gros, cette mort est une chape de plomb en France, contrairement à l'étranger, qui est un sujet d'interrogation. Tel est le contraste médiatique au sujet de l'annonce du suicide d'un policier impliqué dans l'investigation relative à la fusillade survenue au siège de Charlie Hebdo. Les millions de téléspectateurs de l'émission Daily News et Analysi, de la chaîne indienne The News, et les 10 millions d'abonnés du compte YouTube de l'antenne, avaient ainsi pu découvrir ce dont les Français ont été privés à ce jour. Un reportage audiovisuel consacré à une affaire passée sous silence par les médias nationaux. Et la vidéo a été curieusement supprimée du compte 2 jours après la mise en ligne de l'article présent, et le site de la chaîne ne comporte plus la page dédiée au sujet, relayée le 13 janvier suivant via Twitter. Même une copie, visiblement supprimée, avait néanmoins été réalisée par des usagers de YouTube. Au lendemain des obsèques d'Elric Fredoux, sa sœur, qui préfère demeurer non identifiée, avait clarifié l'implication du policier, vaguement évoquée par la presse régionale, dans l'enquête relative à l'attentat de Charlie Hebdo. Sur le coup, je me suis dit c'est pas possible, quelqu'un l'a flingué, mais on n'est pas dans un film. Pas de courrier laissé ni de plaque sur son bureau. C'était quelqu'un de calme, avec un grand esprit de discernement selon son formateur. On nous a enlevé les ordinateurs et son portable perso, on nous a tout pris, ça nous a choqués, mais c'est la procédure, nous a-t-on dit. Ma maman, qui était très fusionnelle avec lui, est retournée contre la terre entière, elle veut savoir comment il s'est tué. Il a un pansement sur le front. Sur le côté, c'est trépané à cause de l'autopsie. À l'arrière du crâne, il n'y a rien. Mon frère avait lui-même trouvé 2 suicidés, dont l'un à Melun, et avait dit à maman, « Je te ferai jamais un truc comme ça, à savoir me tuer et te laisser seul. » Il n'était pas dépressif. Mon frère était chez lui ce soir-là, et comme il était de permanence, ils l'ont appelé et il est venu au commissariat vers 23h30. La journée avait été très tendue selon ses collègues. Des policiers de Paris étaient présents dans la soirée. Il devait rédiger un rapport, mais il y a eu des frictions, je ne sais pas sur quoi. Il leur a dit qu'il devait passer de toute urgence un coup de téléphone, et comme ils ont vu qu'il ne revenait pas, un collègue est allé le chercher à son bureau, et l'a découvert mort. Des gens de Paris sont descendus pour nous expliquer comment cela s'est passé. Même sans ce témoignage, nous avons un commissaire de police chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de Charlie Hebdo, et retrouvé mort d'une balle dans la tête quelques heures après l'attentat. Très incongru de confier ce genre de responsabilité à un dépressif et suicidaire. Rien ne permet, en ce jour, d'affirmer que le policier ait été tué pour le faire taire sur ce qu'il aurait inopinément découvert. Néanmoins, au regard des premières zones d'ombre, relatives à sa mort survenue dans un contexte de surexploitation politique de l'attentat, rien n'autorise également à évacuer d'emblée l'hypothèse d'un meurtre expéditif déguisé en suicide pour dépression. Mais le détail troublant est qu'un homme, à l'époque au sommet de l'État, n'avait publiquement exprimé aucune parole de compassion au sujet d'Elric Fredoux, alors qu'il était en contact régulier avec lui dans un proche passé. De 2010 à 2012, le policier occupait la fonction de commissaire central à Cherbourg. À la même époque, le député maire de la ville côtière n'était autre que Bernard Cazeneuve, futur ministre de l'Intérieur en charge de l'enquête sur l'attentat et membre discret de la mouvance pro-israélienne. Mais tout ceci n'est que le préambule.
13 janvier 2015, Reuters, première agence anglo-canadienne de presse au monde, avait diffusé un scoop, les premières images montrant les terroristes de Charlie Hebdo, en train de revendiquer explicitement leur action au nom du prophète Mohammed. Il aura donc fallu 6 jours pour que cette vidéo soit exposée médiatiquement, et relayée immédiatement par la plupart des médias nationaux. Chose étrange, contrairement à l'auteur d'une vidéo capturée sur le toit de l'immeuble de Charlie Hebdo au moment du départ des terroristes, l'homme responsable du scoop de Reuters n'avait pas fait le tour des plateaux pour relater ce qu'il avait vu. Plus étonnant, aucun journaliste mainstream n'avait rapporté son patronyme. Faisons en sorte d'en savoir plus. Premier indice, ce vidéaste amateur apparaît accidentellement dans une photographie prise par un témoin et obtenue par la journaliste Angel Barr de l'agence France Presse. L'image relayée par de nombreux organes de la presse écrite et audiovisuelle avait été tronquée pour mettre en avant la confrontation entre policiers et terroristes. Voici l'image originelle, publiée incidemment par le site du Monde. Le vidéaste anonyme apparaît à gauche de l'image. Il figure également en compagnie d'un autre individu sur la vidéo capturée de l'autre côté de la rue. Chose frappante, au moment précis de la tonitruante fusillade lancée par les terroristes contre des policiers en VTT et ayant miraculeusement échappé à la mort, dans le passage étroit reliant l'allée verte et la rue Pelée, le vidéaste demeure debout et continue de filmer comme s'il ne redoutait pas les tirs. Comment expliquer un tel sang-froid ? Décryptons le contexte de cette prise de vue. Première découverte, la terrasse sur laquelle se tient l'homme et ses compères n'existait pas l'été dernier. C'est ce qui ressort d'une consultation de Google Maps, application de géolocalisation qui capture les photographies de lieux à un moment donné. Voici ce qui apparaissait au même endroit 3 dates successives, juillet 2014, août 2014 et juin 2015. Un chantier en construction était présent face au lieu dans lequel allait se dérouler l'attentat. Un zoom permet d'identifier la société alors responsable des travaux, Itenerbat, créée en 2011 et dirigée par le juif David Dan. Bien que son dirigeant n'avait pas voulu s'étendre personnellement sur l'affaire, un certain monsieur Geoffroy, le propriétaire du chantier en question, s'était avéré, en revanche, particulièrement loquace. Il a affirmé ainsi avoir envoyé Manu Militari son ouvrier, après avoir découvert que celui-ci avait vendu sa vidéo à l'agence Reuters. À ses yeux, il s'agissait là d'une entorse à leur collaboration, car le film avait été capturé depuis son toit et durant un créneau professionnel. Geoffroy indiquait également s'être rendu, le jour même, au 36, quai des Orfèvres, pour remettre, avec son ouvrier polonais, l'intégralité de la vidéo capturée, certainement plus longue que les images diffusées par Reuters. Il se déclarait également consterné par la circulation de cette vidéo, notamment sur Internet, qui ne ferait que rajouter de la sidération à la sidération.
Interrogé sur l'implication exacte de l'entreprise Itenerbat vis-à-vis de son chantier, l'homme avait éludé la question en indiquant qu'une autre entreprise, non identifiée, était en train de terminer les travaux. Et qu'en est-il de la curieuse désinvolture de son ouvrier, visiblement insouciant en dépit de la présence, sous ses yeux, de 2 hommes armés de Kalachnikov? Pour cela, selon son employeur, il croyait qu'un braquage avait eu lieu. Impossible désormais de prendre contact avec le vidéaste, puisque les 2 hommes seraient en froid. Installé aux premières loges d'un événement discuté dans le monde entier, cet homme mystère, pourtant présenté par son ancien boss comme un individu qui avait cédé à la tentation fructueuse d'une vente d'images, n'avait curieusement pas exploité davantage cette opportunité pour faire connaître son expérience auprès des citoyens et négocier la transaction de son récit avec d'autres médias. Une chose est certaine, si celui qui fut à l'origine de la vidéo capturée sur le toit n'avait pas eu le réflexe de sortir son smartphone, la vidéo de l'ouvrier polonais aurait été la seule illustration visuelle de la revendication islamiste des terroristes, à la sortie des locaux de Charlie Hebdo. Nul doute qu'elle aurait alors été médiatisée plus tôt et avec plus de vacarme, pour convaincre les téléspectateurs de l'identité des terroristes. La coïncidence fortuite d'un ouvrier présent juste en face de l'action sur un chantier entamé l'été dernier, apte à affronter vaillamment le danger, équipé d'un smartphone vidéo, équipé d'ailleurs d'une excellente capture audio, pourrait expliquer pourquoi le terroriste prétendant haut et fort avoir vengé le prophète Mohammed n'avait pas hésité à ignorer le vidéaste, après avoir brièvement regardé en sa direction.